Et ben allez, on va attaquer et puis au pire, nous rattraperons en cours de route. Du coup, pour pas trop qu'il y ait de bruit parasite, j'ai coupé les micros, désolé, mais n'hésitez pas bien sûr à les rallumer si vous avez des questions, préférez intervenir plutôt que d'écrire sur le chat parce que je ne vois pas forcément. Donc ne vous gênez pas pour intervenir, pour faire un partage d'expérience ou poser une question si vous en avez. N'hésitez pas. Allez, on attaque. Donc aujourd'hui, on va faire une petite présentation sur les pathologies de la reproduction auxquelles on est confronté en urgence. Donc évidemment que ce n'est pas exhaustif, c'est les principales choses qu'on peut retrouver dans notre contexte, nous, d'urgentistes. Alors, mes diapos ne se passent pas. Voilà, c'est bon. Comme d'habitude, je vous remets cette petite diapositive pour vous demander de garder ces présentations pour votre usage interne strict au sein d'Emergence. Pour des raisons de droit d'image et de propriété intellectuelle, ça ne doit pas être diffusé. Donc, les petites choses qu'on va voir aujourd'hui, on va attaquer avec la pathologie la plus fréquente qu'on va rencontrer, à savoir le pyomètre. On parlera ensuite de la métrite et de la mammite. On fera un point sur les dystes aussi, sur l'éclampsie, et après on verra tout ce qui concerne l'appareil reproducteur mâle, donc les prostatites, les torsions testiculaires et le paraphimosis. Donc, toutes ces pathologies-là, elles sont quand même très liées à la stérilisation ou non de nos animaux de compagnie. On a accès à certains chiffres. Alors, malheureusement, il n'y a pas de publication en France pour connaître le pourcentage d'animaux stérilisés. C'est très dépendant, en fait, des habitudes, des mœurs. Il y a beaucoup de stérilisation aux États-Unis, dans les pays anglophones, beaucoup moins, par exemple, en Suède, où c'est des modes de pensée qui sont différents et ça peut être presque considéré comme de la maltraitance animale de stériliser. Donc, c'est voilà, très, très différent. Et puis, il y a un plus grand nombre de femelles qui sont stérilisées par rapport aux mâles, parce qu'on a beau dire, mais malgré tout, on a quand même du mal à faire couper les coucougnettes de son animal, notamment pour les propriétaires hommes. Je pense que vous avez tous déjà été confrontés à ça. C'est un peu cliché, mais c'est la réalité des faits. Les gens ont beaucoup moins de mal à faire stériliser les femelles alors que c'est plus invasif plutôt que de faire castrer les mâles. Les pathologies de l'appareil reproducteur, elles sont quand même malheureusement fréquentes dans les deux sexes et on a une augmentation du risque avec l'âge. Si on prend par exemple la prévalence du pyomètre, on a quand même 20% des chiennes entières de plus de 10 ans qui vont faire un pyomètre, ce qui est très loin d'être négligeable et on se retrouve à devoir envisager une stérilisation dans un contexte où médicalement c'est pas favorable et où on va prendre des risques. Donc c'est quand même à réfléchir en amont. Donc, on va attaquer justement sur ce pyomètre. Donc, le pyomètre, c'est une pathologie de la chienne ou de la chatte plutôt âgée et entière, sauf exception avec des pyomètres du moignon ou des choses comme ça, qui sont des cas très particuliers qu'on ne va pas forcément développer ici. Il y a un impact possible d'être heureusement, on en voit de moins en moins, et sur certaines malformations congénitales comme des sténoses vaginales. Et puis, on a possiblement une influence génétique avec une incidence qui est variable selon les races, mais bon, c'est quand même pas non plus très très bien connu. La moyenne d'âge, c'est à peu près 7 ans chez la chienne, mais on peut avoir des pyomètres chez des animaux très jeunes, donc c'est exceptionnel, mais ça peut arriver, et puis chez des animaux très âgés également. On a une influence du cycle hormonal, donc là je vous ai mis des petits rappels du cycle chez la chienne, c'est différent chez la chatte, où on va avoir d'abord la phase folliculaire avec une activité œstrogénique pendant la période des chaleurs. On a ensuite la phase lutéale, là c'est une activité progestative avec maintien du corps jaune, ça c'est la particularité chez la chienne pendant à peu près 2-3 mois, et c'est souvent à partir de ce moment-là que va se déclarer le pyomètre. Et ensuite, on a la période d'anœstrus, où on a vraiment une période de repos qui dure 4 à 6 mois. L'anamnèse, il faut toujours penser à poser la question de l'historique des chaleurs parce que les gens ne vont absolument pas donner cette information tout seul. Donc toujours quand vous prenez un animal, c'est une femelle, est-ce qu'elle est stérilisée ou pas? Et si elle n'est pas stérilisée, à quand remontent les dernières chaleurs? Généralement, le pyomètre, il va se déclarer dans les 1 à 4 mois après l'œstrus chez la chienne et 2 à 5 semaines après l'œstrus chez la chatte. Malheureusement, il y a pas mal de gens, notamment chez les chiennes, qui ne savent pas trop, voire pas du tout, ou se rappellent plus exactement à quand remontent les dernières chaleurs. Donc, c'est pas toujours facile d'avoir l'information. Ça peut être précédé, et c'est généralement, mais on ne le sait pas, précédé d'une phase avec une hyperplasie glandulo-kystique de l'endomètre. Donc ça, on le saurait si on faisait
éventuellement une écho ou comment dire, une OVH à ce moment-là. Mais généralement, on ne le sait pas, on sait juste que ça se déroule comme ça. Et on peut avoir des antécédents de traitement hormonaux. Les signes cliniques fréquents qu'on va retrouver, on a des pertes vulvaires, mais ce n'est pas systématique parce que vous le savez, il y a des piomètres à col fermé, mais ça arrive souvent, quand même, on a quand même 80% de pertes vulvaires, tout simplement parce que même sur un col fermé, souvent il va finir par s'ouvrir à un certain moment. Et donc, en fait, toute la partie avant, la chaîne n'est pas bien, bricole, etc. Mais on n'aura pas forcément identifié le problème. Les gens n'auront pas forcément consulté et ils vont se mettre à consulter au moment où on a apparition de ces pertes, ce qui est des fois déjà tardif. On a de l'hyperthermie, mais ça n'est pas systématique. On peut avoir une PUPD, des vomissements et d'autres symptômes peu spécifiques, abattement, anorexie. Ça peut aller bien sûr jusqu'à l'état de choc et la mort. La symptomatologie, comme on a dit, elle dépend aussi de est-ce que le col est fermé ou ouvert. Vous savez bien sûr que un col ouvert, c'est moins problématique, entre guillemets, puisque le pus, il peut s'écouler que le col fermé. Le pus va vraiment s'accumuler. On a un risque accru de sepsis, voire de rupture utérine. Donc avec là, on se retrouve avec une péritonite septique. Et là, malheureusement, le pronostic est vraiment, vraiment moins bon. Pour le diagnostic du piomètre, alors on peut faire une cytologie où on va prélever au niveau du col un peu de perte et on va aller rechercher du pus. Donc généralement, c'est des PNN dégénérés avec des bactéries. Et puis, l'idéal, c'est effectivement à l'échographie. Si vous êtes en clinique et que vous avez un échographe, c'est le top. On va aller rechercher ces images en plusieurs vessies qui correspondent donc à l'utérus rempli de liquide avec une dilatation plus ou moins sévère en fonction des cas. À domicile, on peut avoir une suspicion qui est forte à très forte, voire très très forte quand on a vraiment un écoulement purulent au niveau de la vulve. Sur des cols fermés, ça peut être beaucoup plus difficile. Il ne faut pas hésiter quand on a un doute à renvoyer en clinique pour de l'imagerie. Si on fait un bilan sanguin, on peut avoir une leucocytose neutrophilique à l'ANF. On peut avoir aussi une anémie en fait inflammatoire, donc c'est normochrome, normocytaire non régénérative, notamment lorsque ça dure depuis un petit moment. Mais il y a plein de cas aussi où on n'a rien du tout à l'ANF. Une des complications majeures au niveau de la biochimie, c'est une azothémie qui est liée en fait à l'endotoxémie bactérienne qui est issue du pus, qui est présent dans l'utérus. Donc voilà les anomalies principales qu'on peut aller rechercher. Au niveau du traitement, il y a toujours une phase de stabilisation médicale, qu'on soit à domicile, qu'on soit en clinique, ça, tout le monde peut le faire. Et même si on envisage un traitement chirurgical, il faut toujours envisager une stabilisation médicale avant. Donc ça va être bien sûr une fluidothérapie. C'est des animaux qui peuvent être déshydratés, qui peuvent être en hypovolémie, donc on n'hésite pas à les perfuser. Ils peuvent avoir un peu mal à très mal, donc pareil, on va faire de l'analgésie, donc on n'hésite pas à utiliser des morphiniques. On va plutôt éviter les AINS sur ce genre de cas, notamment si on n'a pas fait de bilan bioche avant, parce qu'on sait qu'il peut y avoir une insuffisance rénale. Et on va bien sûr donner une antibiothérapie large spectre. Alors, IV si vous l'avez en clinique et que vous allez partir en chir, pas forcément IV si vous êtes à la maison. Donc ça peut être de l'amoxicilline ou de l'amoxicilline acide clave si vous n'avez pas d'autres antibio IV. Et puis après, autre au besoin, ça c'est en fonction des symptômes que vous aurez, des antivomitifs, des choses comme ça. Qu'en est-il du traitement chirurgical versus le traitement médical? Le traitement chirurgical, ça reste vraiment le traitement de choix, celui qu'il faut proposer aux gens. Les indications du traitement médical, normalement, c'est réservé à un animal en bon état général dont on veut absolument préserver le potentiel reproducteur. Donc vraiment pour des chiennes qui font de l'élevage. Sinon, franchement, il ne faut pas inciter les gens à s'orienter vers le traitement médical. C'est contre-indiqué, bien sûr, si on a une suspicion de péritonite ou de torsion utérine. Et il faudra passer un traitement chirurgical si on n'a pas d'amélioration satisfaisante avec le traitement médical. Il y a une thèse qui avait été faite en 2009 à ce sujet. Alors bien sûr, elle date un petit peu, les tarifs sont obsolètes, mais c'est intéressant quand même à regarder. Ça permettait de comparer les coûts approximatifs d'une prise en charge chirurgicale versus médicale entre les deux techniques en fonction du poids de la chienne. Donc on voit que si on regarde la case du total, sur une chienne qui est de petit gabarit,
on va avoir un avantage financier du traitement médical versus chirurgical, toujours sur des chiens de gabarit moyen. Sur des chiens de gros gabarit, ce ratio-là, il s'inverse. Mais ce qu'il faut bien aussi prendre en compte là-dedans, c'est que souvent, quand on va faire un traitement médical, il faut hospitaliser l'animal. Donc là, il faut rajouter des coûts dans la ligne traitement médical. Et puis parfois, ça va récidiver. Donc, en rebelote, il faut recommencer aux prochaines chaleurs. Donc, vraiment, c'est pas un bon argument de se dire que ça va être plus intéressant financièrement de s'orienter vers un traitement médical versus chirurgical. Le traitement chirurgical, donc on a dit qu'on le faisait après stabilisation médicale et initiation d'une antibiothérapie. On va faire une ovario-hystérectomie, bien rincer le moignon utérin et l'omentaliser si on peut. Et on fait un rinçage abondant de la cavité abdominale, surtout si on avait une rupture utérine. Classiquement, on va utiliser 1 litre pour 10 kg pour rincer. Et on peut monter jusqu'à 1,5 à 2 litres pour 10 kg en cas de péritonite. Attention, vous savez que plus on rince, plus on va créer potentiellement une hypoprotéinémie aussi. Donc attention à ne pas abuser non plus du rinçage. Là, c'était un piomètre sur une dog allemand. Toujours un plaisir de se retrouver qu'un utérus de dog allemand. Ensuite, on va avoir une surveillance post-opératoire, minimum 24-48 heures. Le taux de survie est très bon chez la chienne. Les complications principales, c'est essentiellement lié à la présence d'une rupture utérine ou lorsque on arrive vraiment très tardivement avec un état de choc installé, des choses comme ça. Et puis, bien sûr, tout ce qui va être IRA, déshydratation importante, voire hypovolémie, et puis lorsqu'il y a d'autres pathologies, évidemment, concomitantes. Parlons un petit peu maintenant du traitement médical. Si malheureusement, quand même, à un moment, vous êtes amené à l'initier, honnêtement, franchement, attention, il faut vraiment être très, très, très précautionneux avec ça. C'est un traitement qui est tout sauf anodin. C'est très violent pour l'organisme. Donc, je vous rappelle, normalement, ça doit se faire sur une chienne qui est en bon état général. Donc, on va pouvoir utiliser des antagonistes des récepteurs à la progestérone et notamment l'aglépristone, qu'on connaît sous le nom d'alizine, qu'on peut utiliser seul ou en association avec des prostaglandines. L'objectif, c'est d'ouvrir le col en à peu près 24 heures. Et ça, pour le coup, ça reste assez sécuritaire pour la femelle. Attention, c'est un produit qui coûte cher et qui fait mal. Par contre, ça provoque très peu de contractions utérines. Donc, c'est vrai que tout seul, on va rarement être suffisamment efficace. À chaque fois, pour chaque molécule, je vous ai remis les recommandations qui sont dans un des bouquins de référence pour que vous ayez les doses. On va pouvoir utiliser des agonistes de la dopamine, notamment la cabergoline, donc on retrouve dans le Galastop ou le Finilac, qui peut être utilisé en association avec l'aglépristone et ou les prostaglandines. Donc ça entraîne la lutéolyse, donc une lyse du corps jaune. Donc ça va baisser la progestérone et ça va aider à ouvrir le col. De nouveau, je vous ai remis les posos ici. Et puis, on va pouvoir utiliser des prostaglandines, des agonistes des prostaglandines qui permettent d'ouvrir le col et surtout qui vont permettre des contractions du myomètre, donc une vidange du contenu de l'utérus. Donc, c'est ça l'objectif de ces prostaglandines. Attention, ce sont des médicaments qui ont des effets indésirables qui peuvent être parfois assez sévères. Polypnée, agitation, anxiété, ça peut provoquer de l'hypersalivation, des vomissements, des crampes abdominales, des diarrhées, tremblements, ataxie. On peut avoir des comportements un petit peu bizarres aussi chez la chatte. Et là où j'attire votre attention, c'est que la marge thérapeutique, elle est très faible. Et donc, si on dépasse la dose recommandée, on a vraiment un risque de choc et de mort. On a également un risque de contraction utérine très violente, qui peuvent provoquer une rupture utérine, notamment si le col n'est pas bien ouvert au préalable. C'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas l'utiliser seul, même si les prostaglandines ouvrent le col. Il vaut mieux l'utiliser en association avec l'aglépristone et ou la cabergoline. Et il ne faut pas hésiter à donner d'abord ces molécules-là, attendre pour être sûr que le col soit ouvert avant de démarrer les prostaglandines. Donc, c'est vraiment à faire avec précaution. Et puis, on va avoir des effets attendus avec une augmentation des pertes vulvaires, puis une diminution progressive. Et on va considérer qu'on a une résolution du pyomètre lorsqu'on a un arrêt des pertes vulvaires et une vidange utérine complète à l'échographie. Dans les prostaglandines, les molécules qui sont disponibles, elles sont disponibles hors AMM.
Donc, une fois de plus, attention à ce qu'on fait. Généralement, on va utiliser l'estrumate. Et donc, je vous ai remis la poso ici. C'est la molécule qui va avoir le moins d'effets secondaires chez les carnivores domestiques. Là, je vous ai remis en bas, pareil, le petit protocole avec la dose. Le traitement médical, du coup, il se fait sous surveillance. C'est quand même recommandé d'hospitaliser initialement les animaux pour bien les surveiller, notamment lorsqu'on utilise des prostaglandines. On va avoir donc beaucoup de pertes au début, puis un arrêt en une dizaine de jours. On peut faire une surveillance biologique, évidemment, si on avait des anomalies, notamment au départ. On fait une surveillance échographique pour voir l'aspect de l'utérus et contrôler la résolution ou pas du piomètre. Et puis, même une fois qu'on a contrôlé, on a dit c'est bon, on refait une réévaluation à 10-20 jours pour vérifier que c'était vraiment bon et qu'il n'y a pas besoin de reprendre le protocole, parce que des fois, finalement, on s'était arrêté trop tôt, et pour pouvoir arrêter l'antibiothérapie. Il y a un risque de récidive élevé avec ce traitement médical. Alors, les chiffres sont très variables dans les trucs qu'on trouve. 2 à 70% chez la chienne, 14% chez la chatte. Honnêtement, je pense que c'est quand même plus que ça. Et on considère que la gestation est protectrice. Donc, une fois de plus, c'est intéressant de garder, de s'orienter vers un protocole médical si c'est une chienne ou une chatte qui est une reproductrice et où on sait qu'on va la faire porter sur ses prochaines chaleurs. Là, ok, ça m'intéresse. Sinon, franchement, c'est quand même complexe de se lancer sur un traitement médical. Après, en urgence, sur des gens qui sont, on va dire, moyennement motivés pour une prise en charge d'urgence pour X raisons, et puis ça peut être le prix, parce que malheureusement, c'est sûr qu'on a des tarifs qui peuvent être assez compliqués à gérer pour les gens. Ça ne vous empêche pas de faire votre stabilisation médicale, de commencer tous les traitements de soutien, etc., que le diagnostic y soit posé, et qu'ensuite la suite soit prise par le veto traitant, mais avec tous les éléments en main pour que si une chirurgie doit être faite dans un second temps, elle puisse être faite rapidement. Évidemment, là où on commence à être sur des urgences chirurgicales vraies, c'est à partir du moment où on a vraiment un col fermé, on a un utérus qui est de grande taille. Et évidemment, si on commence à avoir de l'épanchement abdominal, là, dans ces cas-là, il faut vraiment essayer de pousser vers une prise en charge chirurgicale d'urgence. Voilà pour le piomètre. Normalement, c'est un truc que voilà, on voit souvent, on connaît assez bien. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. On va parler maintenant de la métrite. Là, pour le coup, souvent, on maîtrise un peu moins bien. Donc, c'est majoritairement des choses qu'on voit en postpartum chez la chienne et chez la chatte. Et puis, c'est lié à une infection bactérienne ascendante au moment du part. Hormonalement, c'est différent du piomètre, ça ne se passe pas au même moment du cycle. Et on va avoir des facteurs prédisposants, notamment dès qu'il y a une anomalie au moment de la mise bas, donc un avortement, une dystocie, s'il doit y avoir des manipulations obstétricales, s'il y a des rétentions fœtales ou placentaires, alors là, c'est jackpot. Et puis, évidemment, s'il y a un prolapsus utérin, tout ça va favoriser en fait l'infection bactérienne ascendante. Les signes cliniques, ils peuvent être très variables. Ils sont en fonction de la sévérité, du degré d'endotoxémie et des répercussions systémiques. Et puis, on va avoir une augmentation de la gravité des symptômes avec l'augmentation de l'infection bactérienne. Au départ, la première chose qui peut être remarquée, c'est une négligence de la portée. Donc vraiment une chienne, une chatte qui se désintéresse de ses petits. On va avoir une dysorexie, un abattement, donc une agalaxie, une diminution, voire un arrêt de la production de lait. On peut se retrouver avec des pertes vaginales malodorantes, abondantes, hémorragiques, etc. Une hyperthermie. Et puis ensuite, forcément, l'état de l'animal se dégrade, donc une déshydratation, une hypovolémie. Ça peut finir en état de choc et en mort si on ne fait rien. Les signes cliniques. Donc, on faut toujours penser à aller rechercher une métrite chez les femelles qui sont présentées dans les à peu près 7 jours postpartum. Et en l'absence de décompte des fœtus par imagerie médicale, il faut toujours envisager la possibilité d'une rétention fétale, pas fécale, fétale. Et puis, questionner aussi les gens sur une possible rétention placentaire. Si la chienne ou la chatte a mis bas à la maison, est-ce qu'ils ont vu et compté les placentas ou pas, parce que ça peut être une cause de métrite également.
on fait des examens complémentaires, voilà, on va pouvoir retrouver des choses assez classiques. On peut retrouver une leucocytose neutrophilique. À la bioche, on peut retrouver des anomalies qui vont être liées à la déshydratation et ou au sepsis. Et puis, si on faisait une culture bactérienne, ce qu'on ne fait absolument jamais, généralement, c'est des E. coli ou ça peut être des staph ou des streptos. L'imagerie médicale, la radio a un intérêt pour aller rechercher une rétention fœtale. Donc là, s'il n'y a pas eu de décompte des petits, c'est vraiment intéressant de s'assurer qu'il n'y a pas de rétention fœtale. Et puis, l'échographie nous permet d'aller évaluer le contenu utérin. C'est très, très difficile de confirmer une métrite à l'écho, tout simplement parce qu'en fait, on n'a pas du tout l'habitude de voir un utérus en cours d'involution en postpartum. Et donc, on a beaucoup de mal à faire la différence entre juste un utérus qui involue normalement et une muqueuse utérine qui est anormale, voire un bout de placenta qui traîne quelque part. C'est super compliqué. Donc, ça va vraiment être à corréler avec l'ensemble des autres éléments et notamment la clinique. Pour le traitement, on va faire bien sûr une stabilisation médicale avec une réanimation liquidienne s'il y a besoin. Et ensuite, il faut se poser la question de est-ce qu'on laisse la mère avec les petits ou pas. Ça va dépendre de la taille de la portée, de est-ce qu'elle continue à s'en occuper ou pas, et des moyens ou pas des propriétaires de s'occuper de la portée. Comme antibiotique, on peut utiliser tout simplement de l'amoxicilline ou amoxicillave, et ça, c'est compatible avec la poursuite d'une lactation. Attention quand même à surveiller les petits, qu'il n'y ait pas apparition de grosses diarrhées ou choses comme ça. Il y a possibilité d'avoir des résistances sur ces antibiotiques-là, mais en première intention, c'est intéressant. On peut utiliser des TMPS, mais attention, il y a une excrétion dans le lait, donc là, il faut impérativement retirer la portée. Et on peut utiliser d'autres antibiotiques comme enrofloxacine, céphalosporine de 2e ou 3e génération. Attention, cependant, c'est quand même des antibiotiques considérés comme critiques. Donc, normalement, on ne peut pas les utiliser en première intention sans bonne raison. Et il faut toujours faire des prélèvements pour envoyer des antibiogrammes. On peut également utiliser un traitement médical, donc la prostaglandine, comme on l'avait vu tout à l'heure, pour faire contracter l'utérus pour essayer d'obtenir une vidange complète. Franchement, c'est risqué. Souvent, l'utérus, il n'est pas en bon état. On ne sait pas forcément exactement ce qui reste dedans. Il y a un risque de rupture utérine parce que souvent, ça a commencé à nécroser. C'est vraiment, vraiment risqué. La bonne option, c'est la chirurgie et c'est d'aller faire une ovario-hystérectomie d'emblée. Et comme ça, au moins, on est sûr d'aller résoudre tout le problème d'un coup. Voilà pour la métrite. Et maintenant, on va parler de la mamite. Alors, la mamite, c'est pareil, c'est majoritairement une pathologie qu'on va retrouver en postpartum chez la chienne et la chatte, avec de nouveau une infection ascendante. Ça va de la galactostase aseptique, qui est vraiment pas très grave, à la mamite gangréneuse avec un possible sepsis. Et là, des trucs qui peuvent être absolument monstrueux et catastrophiques. Ça peut atteindre une seule glande mammaire, comme ça peut atteindre plusieurs. Et le facteur prédisposant à l'installation d'une mamite, c'est une mauvaise hygiène de l'environnement. Les origines autres qui sont possibles chez la chienne, notamment, c'est lors de lactation de pseudogestation. Elles peuvent faire une mamite. Et il peut y avoir aussi apparition d'une mamite sur des ADK mammaires. La présentation, on va avoir différentes gravités possibles, des cliniques qui peuvent être assez modérées avec voilà, un inconfort, une douleur, et puis des écoulements sur une ou plusieurs mamelles qui ne sont pas tout à fait normaux, mais on va dire que ça reste quelque chose de tout à fait gérable. On peut avoir une atteinte de l'état général avec une fièvre, un abattement, une anorexie, délaissement de la portée, et puis forcément mauvais développement des petits, puisque soit il n'y a plus de lait, soit il n'est pas bon du tout. Et puis, dans les cas les plus graves, ça fait vraiment des chocs septiques, des abcès, voire des nécroses mammaires. Et ça peut aller très, très vite. En quelques heures à quelques jours, on peut avoir vraiment apparition de trucs tout à fait catastrophiques. L'aspect du lait, il peut être macroscopiquement normal malgré une mamite. Il peut avoir un aspect un peu verdâtre, un peu brun-rouge ou hémorragique. Donc, vous avez vraiment différentes présentations possibles. Au niveau des examens complémentaires, alors on peut faire comme d'hab, ENF, bioche, il n'y a pas forcément grand-chose à ces éléments-là. On peut faire une cytologie du lait
Mais en fait, c'est très intéressant et c'est pas facile à interpréter. C'est vraiment un examen qu'on ne fait absolument jamais. Donc pour l'avoir fait, pour avoir testé sur une mamite, en fait, c'est cool, mais on ne sait pas tellement comparer les images qu'on voit à des images de lait normaux. Sauf bien sûr quand on a franchement des images de phagocytose avec des bactéries en intracellulaire. Là, ok, c'est vraiment significatif, mais c'est pas toujours très facile à interpréter malheureusement. On pourrait envoyer des cultures bactériennes sur le lait comme on fait pour les vaches, mais c'est vrai qu'en urgence, c'est pas non plus super adapté. On peut penser quand même aussi à deux, trois autres petites choses. Si on a vraiment quelque chose où on suspecte une mamite gangréneuse, on peut avoir une interruption de la vascularisation. Donc ça se verra à l'écho-Doppler. Et puis, si on a des masses mammaires, il faut penser donc à un adénocarcinome mammaire. Et on peut, dans ces cas-là, proposer une radiographie de thorax pour voir qu'on n'a pas potentiellement de métastase au niveau thoracique, comme c'est le cas sur la radio. Là, on a vraiment un lâcher de ballon dégoûtant sur cette radio. Le traitement, il va dépendre en fait de la gravité de la mamite. Sur des mamites aseptiques, des galactostases, généralement, il n'y a pas d'atteinte de l'état général, juste avoir un inconfort, une douleur localisée sur là où les mamelles concernées. On peut appliquer des compresses chaudes, donner de l'analgésie, et puis il faut quand même bien surveiller parce que ça peut, dans un second temps, évoluer vers un processus septique. Pour les mamites septiques, là, il faut tout de suite se poser la question de est-ce que on sépare les petits de la mère ou pas, parce que il est intéressant de tarir la chienne. Donc, pareil, ça va dépendre de la taille de la portée, de l'âge des petits. Est-ce qu'ils sont assez grands pour être passés sur un aliment solide ou pas, ou est-ce qu'il faut les biberonner? Parce que l'idée, c'est vraiment de réduire la production de lait, voire de la tarir avec de la cabergoline. Et puis, on peut donner des antibiotiques qui vont bien diffuser au niveau des mamelles. Donc, on peut le faire aussi en fonction du pH du lait. Donc, on peut utiliser un petit carré, là, des bandelettes urinaires pour voir le pH du lait. TMPS plutôt si le lait est acide et plutôt amoxicilline si le lait est alcalin. Mais attention, on a dit le TMPS pour les bébés, c'est pas ouf du tout. Donc voilà pour le traitement. Et pour les mammites qui vont vraiment évoluer vers une absédation ou une gangrène malgré le traitement, ou des fois, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que la chienne elle arrive directement en état de gangrène septique, avec il n'y a pas eu, les gens n'ont pas consulté avant. Bon là, il faut absolument séparer la mère des petits et il faut faire un débridement chirurgical, voire une mammectomie. Et il faut absolument tarir la lactation. Là, on est sur des cas vraiment beaucoup plus graves. Et si on ne fait rien, ça peut vraiment s'étendre. Donc, il faut agir sans tarder. Voilà pour les mammites. On n'en voit pas très souvent. Je ne sais pas si vous en avez beaucoup, mais du coup, des fois, c'est un peu paniquant parce qu'on ne sait pas toujours bien les prendre en charge. On va parler maintenant de la dystocie, vaste sujet qui peut être une source de stress énorme, à la fois pour les propriétaires, mais aussi pour les équipes soignantes, parce qu'il y a de l'enjeu. Donc, rappelons dans un premier temps quelle est la physiologie normale du PAR. Il y a d'abord la phase prémonitoire avec les prodromes. On a un œdème de la vulve, une congestion des mamelles, production de colostrum, la chute de température et un comportement de nidification. Classiquement, ça peut durer environ 6 à 12 heures. Ensuite, on va avoir la phase de travail avec des contractions utérines et une ouverture du col. Et puis la phase d'expulsion, vraiment des contractions abdominales là, qui vont très bien se voir de l'extérieur, et une expulsion des fœtus. Ça commence par une perte des os, l'engagement du fœtus, expulsion du fœtus avec souvent rupture du cordon et délivrance du placenta. Normalement, chez la chienne, ça dure à peu près 2 à 12 heures. C'est très variable, ça dépend de la taille de la portée. Et chez le chat, ça peut durer jusqu'à 24 heures. Les chats sont capables de faire une petite pause dans leur mise bas quand elles ne sont pas assez à l'aise, quand on les embête, etc. Donc ça peut durer parfois très longtemps. Estimation de la date de la mise bas. Ça, c'est toujours un grand moment parce que normalement, il faut que la chienne ou la chatte soit à terme pour qu'on envisage la mise bas, qu'on envisage de provoquer la mise bas, de faire une césarienne ou je ne sais pas trop quoi, parce que les prématurés, ils survivent globalement pas chez les animaux de compagnie. Le problème, c'est que l'estimation de la date de mise bas est très compliquée parce que la plupart du temps, les suivis n'ont pas forcément été très très bien faits. C'est rare qu'on ait dans notre clientèle des éleveurs pros où on sait vraiment la date de fécondation.
Donc chez la chienne, la MISBA, elle est évaluée à 57 à 72 jours après la saillie, ce qui nous laisse une belle fourchette. À peu près 57, plus ou moins 3 jours après un frottis d'Illustrus, 65 jours après le pic de LH, et puis 63 jours plus ou moins un jour après l'ovulation. Et puis chez la chatte, bah, voilà, on a une fourchette de 52 à 74 jours après la saillie, donc c'est vraiment très approximatif. La dystocie, c'est quoi? C'est une impossibilité d'expulsion du ou des fœtus de l'utérus ou du vagin si jamais ils sont déjà engagés. Et il y a vraiment des facteurs de risque pour ça. Et un des premiers, c'est la disproportion fœto-maternelle, donc avec un fœtus qui est de trop grande taille par rapport à la mère et qui va donc avoir du mal à passer dans la filière pelvienne. Et on a aussi des rétrécissements de la filière pelvienne qui peuvent être physiologiques entre guillemets chez certaines races. Et donc, bien sûr, on va retrouver nos amis les brachycéphales là-dedans, qui ont une grosse tête, un gros thorax et un petit bassin. Donc forcément, beaucoup plus de mal de faire passer une grosse tête de chiot dans un petit bassin de chienne. On a aussi les races chondrodysplasiques, donc par exemple les corgis, ou ces petits chiens comme ça. Et puis, les brachycéphales aussi chez les chats, donc les persans, les British Shorthair, et étrangement aussi les doligocéphales comme le siamois, le Cornish Rex, chez les chats. La taille de la portée, c'est important aussi. Lorsqu'on a une portée très petite, notamment le syndrome du chiot, du chaton unique, donc là, souvent un petit qui est de très grande taille et qui va avoir du mal à déclencher lui-même sa MISBA, donc avec des MISBA qui traînent, ou lorsque la portée est très grande et qu'on va avoir un épuisement maternel sur des mères âgées, et puis lorsqu'on se retrouve avec une inertie utérine, donc une absence de contraction au niveau de l'utérus. Dans les causes de dystocie, on va retrouver des origines maternelles. Donc, en premier, c'est l'inertie utérine ou des anomalies physiques. Et puis, on va avoir aussi des origines fœtales. En premier, c'est les malprésentations. Donc, un bébé qui arrive par le siège, carrément en travers, qui a les membres mal positionnés, etc. On a la disproportion fœto-maternelle dont on a parlé. On a les malformations et les morts in utero. Je vous ai remis 2-3 petits cas que j'ai déjà eus. Donc, en haut, à droite, un anasarque, donc qu'on appelle aussi water puppy. Donc, c'est des chiots qui sont qui ont une espèce d'œdème, je ne sais même pas quoi c'est lié, donc ils sont tout gonflés. Et en plus, celui-ci, il avait donc une fente palatine, je vais montrer ma souris, qu'on voit ici, sa fente palatine, et une fente labiale complète. Donc en gros, ça reliait son trou de nez avec le fond de la bouche, quoi. Il est né vivant et il n'est pas viable, donc il faut l'euthanasier. Ça, c'était un chaton qui était mort in utero et qui avait commencé à se décomposer, donc qui était tout plat. Ça, c'est un omphalocèle avec un développement des organes abdominaux à l'extérieur de l'abdomen. Et puis ça, c'était un chaton qui était resté coincé en fait à la vulve au niveau du bassin. Et puis, il y a plein de cas aussi où on ne sait pas pourquoi il y a dystocie. J'ai remis ici un petit tableau récapitulatif des différentes causes qu'on peut retrouver. Alors, quand est-ce qu'on fait consulter pour une dystocie? Donc ça, c'est pas vraiment nous, c'est les gens de la régule plutôt, mais enfin, quand même, des fois, ça peut vous arriver d'avoir à tenir ce discours. C'est une source de stress majeur pour les propriétaires, c'est une source de conflit possible en cas de problème, et il peut y avoir des grosses sommes d'argent en jeu. Donc, globalement, il faut toujours faire venir une chienne ou une chatte pour l'examiner. Le seul problème, c'est que parfois, ça peut interrompre une MISBA qui finalement se passait très bien. C'était juste les gens qui étaient super inquiets. Parfois, au contraire, ça va aussi relancer la MISBA. Il y a combien de fois on a eu une chienne qui fait plus rien, qui pousse, qui fait plus rien et tout. On la met dans la voiture pour l'amener chez le veto et tac, elle nous fait les 2 chiots qui restaient sur le trajet. Donc, des fois, ça peut aussi les booster un petit peu. Les signes d'une MISBA dystocie qu'il faut bien avoir en tête, c'est à partir du moment où on a une atteinte de l'état général de la mère. Lorsqu'on connaît la tête de terme et que c'est dépassé de plus de 72 heures, dès qu'on a expulsion de fœtus qui sont morts-nés, c'est tout de suite considéré comme une dystocie. Lorsqu'on a des pertes vulvaires vertes chez la chienne, donc quand ça contient de l'utéroverdine, ou hémorragique chez la chatte sans fœtus. Quand on a une entrée en travail, donc les prodromes et des contractions utérines, pas toujours facile à voir, mais voilà, depuis plus de 12 à 24 heures. Lorsqu'on a un début des contractions abdominales, donc ça c'est la phase d'expulsion, depuis plus de 2 heures sans fœtus, donc ça normalement c'est plus facile à voir. Lorsqu'on a des contractions abdominales fortes pendant plus de 30 minutes sans fœtus, lorsqu'on a des contractions abdominales irrégulières et faibles pendant plus de 2 heures sans fœtus,
quand on a émission des liquides fétaux depuis plus de 2 heures sans fœtus, quand on a un fœtus qui est engagé depuis plus de 20 à 30 minutes, et lorsqu'on a plus d'1 heure entre 2 fœtus. Bon, après, ça, c'est, on va dire, des recommandations. C'est jamais fiable à 100%. Il y a des chiennes, des chats qui ne vont pas respecter ces timings-là et pourtant qui vont faire une mise-bas qui va très, très bien se dérouler. Mais c'est pour essayer d'avoir quand même des grilles un petit peu, voilà, un ordre d'idée, quoi. Quand on prend l'anamnèse, il faut essayer de récolter un maximum d'informations tout en allant quand même assez vite. Est-ce que c'est une primipare ou pas? Est-ce qu'elle a déjà fait des dystocies avant? Est-ce qu'on connaît la date prévue de la mise bas? Est-ce qu'il y a eu des examens antérieurs, un suivi de chaleur, etc. Est-ce qu'en gros, on a des précisions? Quelle est la race du mâle? Est-ce qu'on risque d'avoir une disproportion fœto-maternelle à cause de ça? Est-ce qu'on connaît la taille de la portée? Et est-ce qu'il y a une pathologie concomitante connue chez la femelle? On va bien sûr lui faire un examen clinique complet à la recherche de répercussions systémiques. Est-ce qu'on a des signes de choc hypovolimique? Est-ce qu'on a d'autres anomalies? On va bien s'intéresser évidemment à son abdomen, à ses mamelles, à son vagin, etc. Et on n'hésite pas à faire un toucher vaginal, un toucher rectal potentiellement aussi pour aller sentir est-ce qu'on a des petits qui sont engagés. Le top dans les examens complémentaires, c'est d'aller faire une échographie pour voir si on a des signes de bradycardie et donc de souffrance fœtale. Normalement, le fœtus, il doit être à peu près à 200-220 BPM. En dessous de 180, c'est considéré comme de la souffrance fœtale et donc dans ces cas-là, il y a une indication de césarienne en urgence. À domicile, si vous n'avez pas d'échographe, vous pouvez tout simplement faire une auscultation au niveau abdominal. En fonction de la chienne, si elle n'est pas trop grasse, si elle a plusieurs petits toux et qu'en gros, elle a un bon petit bidon et qu'on sent les bébés juste à la palpation, vous pouvez aller poser votre stéto dessus et essayer d'entendre le cœur des petits. Ça ne marche pas toujours, mais si ça marche, ça vous permet d'avoir une idée. Déjà, si d'emblée, vous en entendez un qui est en dessous de 180, bon, bah, il y a souffrance fœtale. On peut évidemment aussi faire des radio-abdos pour aller confirmer la gestation, parce que des fois, on n'est même pas sûr. On peut aussi confirmer s'il y a déjà eu mise bas, est-ce qu'elle est terminée ou pas, est-ce qu'il reste des petits, compter les petits qui restent et aller rechercher des anomalies au niveau du positionnement des bébés. Est-ce qu'on a du gaz dans l'utérus, qui ne serait pas une bonne idée du tout. Je vous ai mis quelques radios ici. Donc, des cas qu'on peut retrouver en urgence. Là, en haut à droite, c'est ma propre chienne de sa portée. Donc là, on avait 8 petits. L'avantage d'un truc comme ça, c'est qu'on voit qu'on a quand même une taille de bébé qui est relativement petite par rapport à la taille de la mère. Donc là, a priori, on sent qu'il n'y aura pas trop de risque de disproportion fœto-maternelle. Autre risque, par contre, c'est un épuisement de la mère et un arrêt de la mise bas. Par exemple, si vous comparez avec ces petits-là ou celui ici, vous voyez la taille des crânes, c'est pas du tout la même chose. Là, on a des crânes qui sont beaucoup plus gros par rapport à la taille du bassin, donc potentiellement un problème de disproportion fœto-maternelle. Et là, par exemple, sur une mise bas qui s'était déroulée, où là, il n'y avait plus de contraction, et on a un petit qui reste ici, qui est en fait assez loin, au fond de sa corne, il n'est pas du tout engagé en train de vouloir avancer, donc celui-là, il est possible qu'il ne sorte pas tout seul. Et donc là, je vous avais remis une vue, voilà, où vous avez vraiment là un risque de disproportion, enfin vous avez pas, c'est pas un risque, il y a une disproportion fœto-maternelle très importante, avec un crâne qui est énorme versus ce petit bassin-là. Il est engagé, mais en fait, il est probablement bloqué au niveau du bassin parce que le chiot est trop gros. C'était évidemment un chihuahua avec un syndrome du chiot unique, donc vraiment les conditions les pires pour envisager une mise bas eutausique. Et ça, c'est une image, alors je suis désolée, c'est pas de bonne qualité, je l'ai piqué sur Internet, mais c'est juste pour vous montrer une image où là, on sent tout de suite qu'il y a catastrophe, puisqu'il y a donc une dilatation aérique très importante de l'utérus, avec, on voit des petits squelettes, donc il y a des chiots, et donc, ou des chiots. Et donc là, on sait que il y a eu une mort in utero avec en fait une entrée en putréfaction des petits, ça produit du gaz, et donc là, c'est gros warning si on retrouve ce genre de choses. Le traitement médical de la dystocie, quand est-ce qu'on doit l'envisager? Il faut que la mère soit en bon état général, idéalement que le col utérin soit déjà dilaté, donc si jamais il y a un petit qui est déjà sorti, c'est le top.
il faut que la taille des fœtus le permette et il ne faut pas qu'on ait de souffrance fétale. Donc, si ça, on ne remplit pas ces conditions, ce n'est pas la peine d'envisager un traitement médical. Les contre-indications. Donc, si on a une dystocie par obstruction, donc un fœtus qui est bloqué, une torsion utérine, heureusement, c'est quand même assez rare chez la chienne et la chatte. Si on a plus de 3 fœtus restants, ça, c'est une contre-indication relative. On a moins de chances que ça fonctionne s'il reste beaucoup de fœtus. Lorsqu'on a un syndrome du chiot ou du chaton unique, lorsqu'on a un épuisement maternel et quand on a vraiment des contractions qui ne sont pas efficaces ou peu ou pas de réponse au traitement. Dans tous les cas, on va faire une stabilisation médicale de la chienne ou de la chatte. Attention, si on a besoin de la stabiliser, c'est qu'a priori, ça n'est pas une bonne candidate au traitement médical. On peut contrôler la glycémie, parce que des fois, lorsqu'elles ont déjà mis bas plusieurs petits, elles sont un peu fatiguées, elles n'ont pas forcément beaucoup mangé, etc. Elles peuvent être un peu en hypoglycémie. Donc, on n'hésite pas à corriger au besoin. On peut faire une stimulation manuelle des contractions avec le réflexe de Ferguson, où on va venir tout simplement et donc quand on accroche le périnée comme ça, qu'on le stimule, et ben, ça va provoquer des contractions. Et puis on n'hésite pas à faire marcher la femelle également. Les molécules qu'on va pouvoir utiliser, ben, c'est de l'ocytocine, hein, tout simplement, qui va augmenter la fréquence des contractions. Donc, je vous ai remis des posos classiques ici. On peut faire ça en IM ou en IV. Et en IV, on peut le faire soit en bolus, soit on le met dans une petite perf, par exemple, de 100 ml, et on passe ça sur une demi-heure, 1 heure. En fait, ça dépend de l'effet que vous voulez. IM, vous allez avoir un effet qui va être moins fort et plus long. Donc, c'est plus intéressant s'il vous reste plusieurs petits à sortir. S'il vous reste un seul petit, qu'il est bien positionné, il est engagé et tout, là, on veut stimuler un bon coup pour que ça sorte, on n'en parle plus, bah, il vaut mieux faire un bolus IV. Donc ça dépend un petit peu de ce que vous recherchez. Si vous faites des doses trop élevées ou des administrations trop fréquentes, vous allez saturer les récepteurs et au lieu d'avoir des vraies contractions utérines, on va se retrouver avec des espèces de spasmes. Donc, en fait, on est inefficace et en plus, on va provoquer de l'hypoxie au niveau du fœtus. Donc, c'est vraiment pas intéressant. Ça sert à rien de faire des doses toutes les 5 minutes, quoi. On peut également utiliser du calcium pour augmenter la force des contractions. Donc, gluconate de calcium ou le terracalcium si on n'a plus de gluconate. On peut donner en sous-cut ou en péros. Péros, vous prenez vraiment aucun risque puisque l'animal va vraiment absorber que ce dont il a besoin. Donc même des fois, on peut en laisser au propriétaire à donner si la mise basse continue à la maison. Et on peut faire une administration IV. Attention, le calcium IV, ça peut tuer. Donc c'est vraiment une IV lente, si possible sous contrôle ECG. Donc voilà. Il y a parfois besoin de faire des manipulations obstétricales quand on a un chiot ou un chaton qui est coincé au niveau de la vulve. Il faut bien lubrifier et puis il faut, si possible, avoir une chienne ou une chatte qui est plutôt debout. Ça permet d'éviter les déchirures et on va tirer doucement avec un mouvement vers le bas pour suivre vraiment on va dire l'inclinaison du vagin. Et si on a la tête qui sort, on va pouvoir aller le crocheter comme ça en arrière, en gros, des mandibules et accompagner doucement la traction, si possible, au moment d'une contraction pour se faire aider par la mère. Et lorsque ce sont les pattes arrière qui arrivent, on va les crocheter juste en arrière des jarrets et on va tirer. On ne tire jamais sur une patte avant, toute seule, parce que dans ces cas-là, souvent, on déchire le plexus brachial et on fait des gros dégâts par la suite. Il est possible de faire une épisiotomie. C'est vraiment rare quand même que ça bloque à cet endroit-là chez les chiennes ou chez les chattes. Personnellement, je n'ai jamais eu à en faire. Sur le papier, c'est pas très compliqué, mais je pense que si on peut s'en passer, c'est mieux. Mais vraiment, c'est rare que ça bloque juste à cet endroit-là. Et puis après, il y a le traitement chirurgical. Quand est-ce qu'on va l'envisager? Lorsqu'on a un traitement médical qui n'a pas fonctionné, lorsqu'on a une obstruction de la filière pelvienne, une disproportion fœto-maternelle, une souffrance fœtale, un chiot unique ou voilà, une anomalie au niveau des bébés, lorsqu'on a des morts in utero, voire carrément une putréfaction. Et il existe aussi les césariennes programmées, mais en urgence, on n'est pas dans ce contexte-là. Il faut envisager la césarienne idéalement avant que la mère soit trop épuisée et puis il faut le faire rapidement, notamment lorsqu'on a une souffrance fœtale avérée pour limiter la mort fœtale. On peut faire une OVH si l'utérus est en trop mauvais état.
des fois il devient vraiment friable, ou lorsqu'on a vraiment des fœtus morts, une putréfaction, des choses comme ça. Dans ces cas-là, on peut envisager une OVH en même temps. Il va falloir réanimer les chiots. Les chatons, je vous ai mis un Z au milieu. Donc ça, qu'ils soient nés par césarienne, qu'ils soient nés par voie basse, mais avec des manœuvres obstétricales ou je sais pas trop quoi, faut quand même bien vérifier les petits. Donc on va retirer les membranes placentaires, notamment autour de la tête, pour leur permettre de respirer, bien dégager les voies respiratoires. Donc on peut utiliser un mouche-bébé comme ici en haut. Si vous n'avez pas de mouche-bébé, une seringue de 1, tac au niveau des trous de nez, dans la bouche, on essuie bien, faut pas hésiter. On va les sécher, les réchauffer, les oxygéner au besoin. On va ligaturer les cordons à peu près 1 cm du nombril et bien désinfecter. Rechercher toujours les malformations comme ici la fente palatine que je vous avais montré tout à l'heure. Vérifier qu'on a bien un réflexe de succion et puis il faut essayer si possible qu'ils partent de chez vous en ayant déjà tété le colostrum. Au moins on est tranquille, on sait que ça c'est fait. En post-opératoire, juste une précision, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de technique, surtout si on a une grosse portée et tout, et ça se facture. Hein. La réanimation des chiots, c'est vraiment un boulot médical pointu. Donc n'ayez pas de scrupules à facturer ça. C'est vraiment très chronophage de gérer un post-mise-bas. En post-opératoire, si jamais on a fait une césarienne, bien sûr faudra surveiller de manière plus rapprochée la portée dans les heures et les jours qui viennent parce qu'il y a un risque de délaissement de la mère. Il faudra bien surveiller qu'il y ait des tétées régulières et que les petits prennent du poids. Bon là, ça c'est des recommandations que vous pouvez faire aux propriétaires. Ensuite, ça sort un petit peu du cadre de notre urgence. C'est les vétotraitants qui vont prendre le relais. Et voilà. La complémentation en calcium, ça n'est pas nécessaire, sauf en cas d'éclampsie, ce qui nous fait une très belle transition vers l'éclampsie. Je ne sais pas s'il y a des questions ou pas, n'hésitez pas à intervenir sinon. Alors, l'éclampsie. L'éclampsie, qu'est-ce que c'est? C'est une déplétion aiguë en calcium ionisé dans le compartiment extracellulaire pendant la période du péripartum. Magnifique définition. Qu'est-ce qu'il va se passer? Donc, on a vraiment des facteurs de risque. Déjà, c'est quelque chose qu'on retrouve plutôt chez la chienne que chez la chatte, plutôt chez la femelle jeune ou la primipare. On a une augmentation du risque lorsqu'on a une grande portée ou un ratio taille de la portée poids de la mère élevé. Donc, typiquement, des tout petits gabarits de chiens avec quand même plusieurs chiots et qui vont aller pomper tout son calcium, ça, c'est un facteur de risque. Sur les petites races et les races toy, et lorsqu'on a eu une alimentation et ou des apports en calcium inadéquates dans la période du péripartum. La période à risque, c'est généralement entre 2 et 4 semaines postpartum, ce qui correspond au pic de lactation, mais c'est possible dès la fin de la gestation, au moment de la mise bas et jusqu'à 45 jours postpartum, donc au moment du sevrage, surtout chez le chat qui peut faire des éclampsies assez tardives. C'est également possible pendant une lactation de pseudo-gestation lorsqu'on a une production de lait qui est très importante. L'éthiopathogénie de cette éclampsie, qu'est-ce qui se passe? Donc on a notre gestation ou notre lactation, des fois les deux qui commencent en même temps. Et donc on va avoir une utilisation du calcium, à la fois pour l'ossification des fœtus et dans la plupart des cas, c'est vraiment au moment de la production de lait que ça va s'intensifier. Qu'est-ce qui se passe du coup? On a une chute de la calcémie totale et de la calcémie ionisée, et on va se retrouver en hypocalcémie ionisée. Il y a des mécanismes de compensation qui vont se mettre en place, c'est tout ce qui fait l'homéostasie du calcium. Donc on va avoir une augmentation de l'absorption gastro-intestinale, une diminution de la sécrétion rénale, une augmentation de l'ostéolyse. Et ça va nous permettre de réguler notre calcémie et de normaliser notre calcémie ionisée. Ce qui se passe dans l'éclampsie, c'est qu'il y a un problème au niveau de ces mécanismes compensatoires et donc un épuisement des moyens de compensation. Et c'est là qu'on va se retrouver avec une éclampsie. Il est très important de se pencher sur l'alimentation au niveau de la période du péripartum parce qu'en fait, quand on fait des complémentations excessives en calcium ou des apports insuffisants en magnésium pendant la période prénatale, eh bien, en fait, on va être contre-productif. Il y a des gens qui font ça, qui disent il y a plus de besoin de calcium, hop, je complémente. Mais en fait, en apportant trop de calcium, on va inhiber le relargage de la PTH,
qui est une hormone hypercalcémiante et hypophosphatémiante. Donc, s'il y a plein de calcium, il n'y a pas besoin de cette hormone hypercalcémiante, donc on inhibe son relargage, et donc on va avoir une atrophie des glandes parathyroïdes. Et puis, on va également stimuler la sécrétion de calcitonine, qui diminue la mobilisation du pool calcique osseux. Et donc, comme on a installé ça en complémentant trop notre chienne ou notre chatte dans la période du péripartum, et ben, au moment où elle va avoir besoin de solliciter ces mécanismes de compensation, elle n'y arrivera pas. Et donc, elle va être en incapacité à réguler sa calcémie et elle va finir en éclampsie. Les signes cliniques qu'on va retrouver chez la chienne, c'est dépendant de la gravité de l'hypocalcémie. Au début, on peut avoir simplement une anxiété, une agitation, déambulation, gémissement, PEPD, hypersalivation, anorexie, vomissement, diarrhée. On peut avoir un prurite facial et digité. Ça, c'est des signes qui peuvent être assez interpellants. Ensuite, on va avoir des symptômes au niveau neuromusculaire, donc une ataxie, des trémulations musculaires et une mydriase, diminution du réflexe pupillaire, changement de comportement et délaissement de la portée. Ces symptômes neuromusculaires vont s'aggraver avec la déplétion en calcium, raideur musculaire, hyperesthésie, hyperthermie, qui va être secondaire aux contractions musculaires, polypnée, tachycardie, changement de comportement avec agressivité. Ça aussi, c'est un signe assez marquant. Et puis ensuite, on va passer à un stade vraiment très grave lorsque le calcium ionisé est inférieur à peu près 0,6-0,8 mmol par litre. On peut avoir des contractions tonico-cloniques, donc de la tétanie, voire des crises convulsives, des cubitus opistotonos, des
Me revoilà. Désolée, je ne sais pas pourquoi. Mon truc a décidé que j'avais plus de connexion Internet alors que c'est faux. Et m'a déconnecté. Alors, attendez, je vous repartage mon écran. Désolée pour ce raté. Hop, hop. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous m'entendez de nouveau? Et est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon. C'est bon, super. Alors du coup, ça a coupé l'écran? Ah bah, moi, je peux pas te répondre parce que ça a coupé aussi, donc je sais pas si c'était moi ou toi, donc mais ouais, c'est à peu près là. Ouais, je sais pas Ouais, s'il y a d'autres qui peuvent répondre. ça, vous aviez vu? J'entends pas, il y a une personne qui parle, mais je n'entends pas. Mais non, mais ça on a vu. Oui. Ça c'était Ça, on a bon. vu? Ok. Alors, attendez, j'arrive pas à changer ma diapo. Ça, on a vu? Ça, on l'a vu, oui. Bon, Ouais. en fait, on était là, quoi. Voilà. Ok, super. Désolée, hein, merci beaucoup. Je Pas de sais pas ce qui souci. se passe. Ok, du coup, donc voilà. Il y a un risque de récidive de l'éclampsie. Donc, soit on tarie si on peut, soit il va falloir complémenter la mère en calcium, en vitamine D. Mais donc, ça, c'est plutôt effectivement pour la gestion avec le vétérinaire traitant. Et le pronostic, eh bien, il est relativement bon quand on prend en charge notre éclampsie, mais on a vraiment un risque de rechute rapide jusqu'à la fin de cette lactation-là. Comme je vous disais, c'est pour ça qu'il va falloir soit arrêter la lactation, soit complémenter. Et lors d'une prochaine gestation, d'une prochaine lactation, on a de nouveau un risque d'éclampsie si c'est une chienne ou une chatte qui est sujette à ça. Donc voilà pour l'éclampsie. Et c'est la fin de toutes les pathologies qui concernent les femelles. Donc maintenant, on va voir la prostatite, la torsion testiculaire et le paraphimosis, mais c'est beaucoup plus court. Il y a vraiment beaucoup moins de choses, donc on a fait la grosse partie. Donc, on attaque avec la prostatite. Donc chez le chien, la prostate, c'est un organe qui est bilobé, qui couvre l'urètre et qui est essentiellement latéral et dorsal à l'urètre. On va retrouver différentes atteintes de la prostate, tout ce qui va être hyperplasie bénigne de la prostate, donc comme son nom l'indique, c'est bénin. Donc ça, on s'en fiche un peu. On va avoir surtout ce qui nous intéresse, ce sont les prostatites bactériennes aiguës, les abcès prostatiques, les prostatites bactériennes chroniques, les kystes paraprostatiques et les néoplasies. C'est essentiellement ça qu'on retrouve comme atteinte de la prostate. Et vraiment, en urgence, ce qui va nous intéresser le plus, c'est les prostatites. Chez le chat, la prostate, elle existe, mais c'est vraiment un tout petit organe, tout mignon, tout diffus, tout voilà. Donc les atteintes prostatiques sont vraiment très très rares, donc on ne va absolument pas s'étendre sur ça aujourd'hui. Donc on va s'intéresser vraiment à la prostatite bactérienne, qui est plutôt une maladie du vieux chien mâle entier ou récemment castré. Et c'est le résultat d'une infection ascendante de la prostate par des bactéries souvent aérobies, qui sont présentes normalement dans l'urètre. Il y a une infection hématogène qui est possible, mais qui est rare. Et souvent, ce sont des Escherichia coli qu'on va retrouver dans la grande majorité des cas. On va avoir des symptômes généraux non spécifiques, abattement, anorexie, vomissement, hyperthermie. Et puis, on a vraiment des symptômes qui sont liés à l'affection prostatique, purée, je vais y arriver. Et notamment, ça peut faire extrêmement mal au ventre, notamment une douleur abdo-caudale. On peut avoir carrément un animal avec un dos voussé qui marche sur des œufs et une position du prieur dans certains cas qui donne vraiment cette image de douleur abdominale. On va avoir aussi des symptômes urinaires très fréquents, une strangurie, du ténesme urinaire et on peut avoir des pertes prépuciales. Et puis, à la palpation, donc on va faire un toucher prostatique, on va avoir une prostate qui est douloureuse, qui est souvent de taille augmentée et hétérogène au toucher. Donc ça, même cliniquement, on peut assez facilement suspecter une prostatite si vous êtes à domicile et que vous n'avez pas d'examen complémentaire vraiment poussé à votre disposition. Déjà, l'examen clinique général, le toucher prostatique et une analyse d'urine peuvent vous donner des éléments très importants. Donc souvent, ce qui va être intéressant au niveau du diagnostic, c'est l'analyse urinaire avec la présence d'une hématurie et d'une pyurie, donc avec vraiment des signes en fait d'infection urinaire. Et puis à l'échographie, on va avoir une prostate. Donc là, c'est des images de prostate normale.
une prostate qui est de grande taille, qui est hétérogène, qui peut être multicavitaire. Voilà, des images vraiment anormales. Le traitement en aigu, c'est une antibiothérapie qui peut parfois être assez prolongée. Donc ça, une fois de plus, c'est pas nous qui allons gérer la durée du traitement. Mais en tout cas, il faut prévenir les gens que ça ne se résout pas forcément instantanément. Et il faut mettre un antibiotique qui a une bonne pénétration au niveau du parenchyme prostatique, donc notamment le TMPS, qui va être l'antibiotique recommandé en première intention. Et puis, si on a des atteintes au niveau de l'état général, bien sûr, on va faire une prise en charge à ce niveau-là. Il ne faut pas hésiter notamment à donner de l'analgésie, parce que c'est des animaux qui ont souvent très mal. À moyen terme, donc on va poursuivre cette antibiothérapie. Il est recommandé de faire des cultures bactériennes pour le suivi et il faudrait envisager une castration, si possible chirurgicale, chimique. C'est possible aussi, mais pas pendant la phase aiguë de l'infection, parce que vous savez que vous avez une phase de flare-up où vous allez augmenter la production hormonale et tout, donc ça peut faire flamber l'infection. Donc voilà, mais ça, même, on va dire, même si c'est pas nous, là, tout de suite en urgence, qui allons castrer cet animal, c'est bien de commencer à leur en toucher un mot, parce que souvent, ils ont du mal à se préparer au fait que leur toutou perd, alors que vraiment, on s'en fout. Mais c'est une épreuve psychologique pour eux, donc vous pouvez commencer à leur en parler. Donc voilà pour la prostatite. Ensuite, on va parler de la torsion testiculaire. Donc là, c'est le testicule qui tourne sur lui-même et donc il va y avoir une rupture généralement complète de la vascularisation. Ça n'est pas fréquent, mais alors c'est très grave, c'est une vraie urgence vitale. Il faut savoir le reconnaître et le prendre en charge. Ça va provoquer une douleur souvent, mais extrêmement importante, de l'inflammation. Il y a une ischémie, une nécrose du testicule et ça va rapidement vers l'état de choc et ça peut aller jusqu'à la mort. Le piège, c'est que ça intervient le plus souvent sur des testicules ectopiques intra-abdominaux qui sont possiblement tumoraux, donc en fait qui sont de plus grosse taille et qui vont avoir du coup une facilité à tordre. Donc il faut y penser, même sur un chien qui est soi-disant castré, parce qu'en fait il a été castré de son testicule qui était scrotal, et le testicule intra-abdominal a été laissé en place, et là il y a vraiment un risque de torsion. Donc si vous avez le testicule qui est scrotal, votre testicule il va être très gonflé, il va être extrêmement douloureux, et vous pouvez avoir une couleur violacée. Sur un testicule abdominal, et là, ça va être des symptômes d'abdomen aigu, mais ça peut vraiment être aigu de chez aigu avec une douleur abdo terrible. Dans ces cas-là, on peut faire une échographie. On va aller faire un Doppler en fait pour aller voir une rupture de la vascularisation au niveau du testicule. Et effectivement, si on cherche un truc au niveau abdominal, c'est quand même bien d'aller faire de l'écho pour vraiment confirmer notre suspicion. Et là, le traitement, il n'y a pas le choix, il faut faire un retrait chirurgical du testicule et il faut le faire en retirant toute la portion qui est tordue, ne pas détordre en fait, parce que si on détord, on va relarguer dans la circulation toutes les toxines qui ont été accumulées par ce tissu nécrotique. Donc voilà, ça c'est des photos que j'ai piquées sur internet et donc vous avez à droite un testicule tumorisé, tordu. Donc ça c'est très beau. Donc c'est pas souvent, mais il faut y penser. Et pour terminer, le paraphimosis. Donc ça, c'est une incapacité à rétracter le pénis dans le fourreau. Ça peut être congénital ou acquis. C'est une urgence, ça provoque de la douleur, de l'inflammation et surtout une stase sanguine au niveau du pénis. Ça peut vraiment faire une zone de striction à la base du pénis et donc on a une nécrose du pénis qui est possible si on laisse comme ça. Donc c'est une vraie urgence. Les causes sous-jacentes de paraphimosis, c'est lorsqu'on a déjà un phimosis. Donc ça, c'est un rétrécissement souvent au niveau du scrotum qui fait qu'on a du mal à extérioriser le pénis. Puis en fait, une fois qu'il est dehors, il peut rester bloqué dehors. Lorsqu'on a des ouvertures prépuciales étroites, qu'on a une anomalie du prépuce qui peut être trop court, on a un frein persistant, on peut avoir des constrictions prépuciales par des poils. C'est vraiment un truc très con, ça. Vous avez juste le pénis qui s'extériorise et au moment où il veut se rentrer, il y a les poils qui viennent s'accumuler comme ça entre le pénis et le fourreau et ça reste bloqué, juste parce qu'il y a trop de poils. Lorsqu'on a des problèmes musculaires, on rentre sur des trucs un peu plus rares. Une hypospadie, c'est une malformation au niveau du pénis, comme je vous ai mis ici. Et puis des fois, transistoirement, après des saillies ou des masturbations, vous pouvez avoir un paraphimosis. Diagnostic différentiel, il faut s'assurer que c'est vraiment bien un paraphimosis, que c'est pas un hématome, un corps étranger, une fracture du pénis.
ça c'est encore un autre délire, ou du priapisme chronique notamment. C'est vraiment bien la verge qui est extériorisée et bloquée à l'extérieur. Pour le traitement, donc le but, c'est vraiment de rentrer le pénis. Ça va être ça, parce que sinon, on sait qu'il y a un risque de nécrose. Donc, première chose, de l'hydrothérapie. On va vraiment irriguer avec une solution saline froide pour déjà bien nettoyer, retirer toutes les choses qui peuvent être dessus, s'assurer donc qu'il n'y a pas de poils qui sont bloqués, etc. On va lubrifier tous ces tissus. Et puis là, on va déjà, juste avec ça, essayer de rentrer manuellement la verge. Si ça ne suffit pas, on peut faire dégonfler avec une solution hypertonique, donc par exemple du G30, et puis mettre vraiment du froid pour essayer de faire réduire la taille du pénis. Dans la très très grande majorité des cas, on va réussir à réduire manuellement le paraphimosis et ça va bien rentrer. Parfois, quand vraiment ça ressort tout de suite, il est possible de faire une petite suture en bourse sur une sonde urinaire pour les premières 24-48 heures, être sûr que ça reste bien à l'intérieur. Et puis, quand vraiment on a un échec à la réduction manuelle, eh bien, il faut aller faire une réduction chirurgicale où on va aller ouvrir le prépuce, le fourreau pour faire rentrer le pénis à l'intérieur. Et puis là, effectivement, mettre une suture en bourse le temps que ça dégonfle. Donc, voilà pour le paraphimosis. Qui récap, mais il y avait tellement de pathologies différentes abordées que c'est dur de faire un truc qui tient la route. Mais c'est des pathologies qui sont quand même assez fréquentes, qui touchent plutôt les animaux âgés entiers, plutôt le chien que le chat. Importance vraiment dans toutes ces pathologies de la prise des commémoratifs et d'une anamnèse complète, parce que les gens ne donnent pas les infos, ils vont pas forcément vous préciser qui s'est passé ci ou ça, quelle est stérilisée, pas stérilisée, quelle a eu ses chaleurs à ce moment-là, quelle a une portée, pas de portée, qu'il a été castré mais qu'il est cryptorchide. Donc, il faut vraiment poser les questions. Et puis, importance, bien sûr, comme d'habitude, d'un examen clinique bien exhaustif, surtout à domicile, quand vous avez quasiment que votre sens clinique pour vous aider. Sur certaines pathologies, enfin même sur plusieurs, on a quand même vraiment un pronostic vital qui peut être engagé. Donc, il faut savoir reconnaître ces pathologies pour initier un traitement médical efficace, approprié. Et puis, si on n'est pas en clinique, on réfère aux besoins. Et parfois, voilà, si on est en clinique, on a besoin de faire des soins un petit peu plus poussés. Voilà pour cette présentation. Désolée pour la coupure au milieu, c'était le trou normand. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des remarques, des choses à nous partager? Je vois qu'il y a Pascal qui est en train d'écrire. Vas-y, Moi, je pardon. me demandais juste. Ah, oui. J'avais juste une petite question par rapport à la torsion testiculaire. Je sais pas si tu m'entends. Oui, vas-y. Juste pour savoir si ça nous arrive par exemple en pleine nuit ou quoi, c'est une urgence, genre il faut référer tout de suite pour chirurgie. Ouais, franchement, ça peut vraiment partir en couille, c'est qu'elle veut dire. Très vite, ça, c'est vraiment une urgence chirurgicale, ouais. Ouais. Ok, Si super, les gens ils sont prêts, il faut le faire à zap, quoi. ça va. Et du coup, en attendant, si tu es à domicile, bien gérer l'analgésie, éventuellement lui faire un peu de physio, ce qui peut être vraiment très vite en état de choc sur des trucs comme ça. Donc, bien stabiliser et puis si possible, référer dans la foulée. Ok, ça va, merci. On a d'autres qui ont des remarques, des questions, des choses à nous partager. Non, ça va. Bon, écoutez, merci beaucoup d'avoir écouté cette présentation jusqu'au bout. Merci à ceux qui la verront en replay. Et puis, si vous avez d'autres questions a posteriori, n'hésitez pas à m'écrire. Bonne journée à tous. Merci beaucoup.